d'après pour devenir finalement compétitif sur des appels d'offres au sein de Total Energy, mais pas exclusivement Total Energy, puisque ça impliquera l'ensemble de la chaîne de valeur, de fourniture de services et de biens pour les entreprises PME, ou niveau 1, niveau 2, niveau 3, suivant à quelle échelle l'entreprise répond sur des appels d'offres. Bien, alors tout d'abord, moi je vais vous donner quelques éléments de contexte parce que c'est bien d'aller expliquer ce qu'on fait et les solutions qui sont là en termes de coordination. C'est bien aussi d'expliquer ce qu'est la réalité de ce monde aujourd'hui. Alors, la réalité, c'est que la dernière fois où on avait la neutralité carbone sur la planète, c'était en 1960. On était 2,2 milliards sur la planète. On se retrouve 60 ans après, on est 7,8 milliards. Donc on l'a multiplié par 3. Et puis, on va chercher de nouveau cette neutralité carbone en 2050, c'est l'objectif de tous, alors qu'on sera 10 milliards. Donc il faut qu'on obtienne cette neutralité carbone qui était la même que celle de 1960, alors que la planète aura amené 5 fois plus d'individus que ce que l'éternité en avait amené jusqu'en 1960. Donc vous voyez que le challenge qui est devant nous, il est colossal. Donc ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité, c'est que l'énergie sur la planète, l'énergie utilisée et consommée, elle est à 80% fossile aujourd'hui. Elle était déjà à 80% fossile en 1985. Donc, on n'a pas augmenté en pourcentage et la croissance mondiale aurait dû faire qu'on ait une augmentation. C'est parce que le développement des ENR qui a commencé, en fait, est venu aujourd'hui fournir une énergie qui correspond aux besoins de cette croissance mondiale. Et tous les pays ne pourront pas aller à la même vitesse. Vous prenez des exemples en Afrique notamment. J'ai discuté il n'y a pas si longtemps que ça avec le Premier ministre du Bénin qui me disait « mais il faut venir voir chez moi, j'ai 85% de la population qui n'a pas l'électricité au domicile, j'ai pas de réseau électrique, j'ai pas de poste électrique, ma seule ressource aujourd'hui pour fournir de l'énergie à la population c'est le fossile ». Donc il y a des pays qui peuvent aller plus vite que d'autres, mais il y a des contraintes. Et le mot transition, il a tout son sens. La transition, c'est pas je tourne un bouton de 1 à 0 et hop, ça y est, j'ai coupé le fossile sur la planète. Ça n'existe pas. Alors, maintenant, il faut mettre des solutions et il faut les accélérer. En tout cas, chez Total Energy, c'est ce qu'on fait, puisque si on regarde sur un passé récent, le début des énergies renouvelables, il se situe chez Total Energy en 2015. Et quand on regarde les objectifs qu'on s'est fixés, ils sont excessivement importants parce que si on prend le cas des électrons verts notamment, notre objectif à 2030, c'est de disposer d'un portefeuille de 100 gigawatts d'électricité. 100 gigawatts, c'est à peu près 2 fois le parc nucléaire français. Donc on doit se situer autour de 17 gigas aujourd'hui. Donc vous voyez que là, en fait, on a une croissance exponentielle dans ce domaine de l'électricité. Il y a d'autres énergies qui vont arriver demain, notamment l'hydrogène dont on parle beaucoup. L'hydrogène, on en parle beaucoup, mais c'est complexe à développer. D'abord, il y a des sujets technologiques. Pour produire de l'hydrogène à grande échelle, on le fait avec des électrolyseurs. Et donc on vient électrolyser de l'eau et puis on récupère l'hydrogène d'un côté et puis il y a de l'oxygène. Ça demande des technologies qui ne sont pas celles qui sont utilisées depuis longtemps et très fiables. Par exemple, vous avez un industriel qui est pas loin à Fos, qui est moine, qui fait du chlore. C'est fait par électrolyse. C'est des électrolyseurs qui sont à pression atmosphérique. Ça fonctionne très bien, c'est connu. Les électrolyseurs pour faire de l'hydrogène en grande quantité, ils sont sous pression et à 30 bars. Et quand vous êtes à 30 bars dans un électrolyseur, vous avez des problèmes technologiques, notamment de perméabilité des membranes, et puis d'autres problèmes sur les systèmes anodiques. Tout ça pour vous dire que la vitesse à laquelle on peut aller, elle va dépendre aussi de cette évolution de la technologie. Et notamment, nous en tout cas, sur notre plateforme de la MED, et j'en dirai un mot tout à l'heure, on a un projet avec Engie et on s'est associé parce qu'à deux, on est plus fort et puis on a plus de matière grise pour faire évoluer ces technologies.
on a annoncé qu'on allait construire la plus grande usine électrolyseur de France, puisqu'on prévoit d'en produire 50 tonnes jour, donc pour à la fois décarboner les activités industrielles et alimenter la mobilité. Donc cet hydrogène, en fait, il faut aussi, parce qu'elle va arriver un jour, hein, et on y travaille, on essaie de l'accélérer, il faut mailler le réseau. Donc là, on a signé un contrat avec Air Liquide pour implanter en Europe des stations-service hydrogène. Donc il faut commencer à mailler ce réseau. On a un objectif d'ici à 2030 de développer un réseau avec une centaine de stations d'hydrogène. Et puis, on est en train de travailler aussi sur les grands axes européens. Donc là, on est en train de développer des stations sur l'axe Barcelone, donc Bordeaux-Paris. Et puis, au niveau européen, on est un partenaire fondateur d'un réseau qui s'appelle H2 Mobility, en Allemagne notamment, où on a 91 stations à date, et puis on va continuer à les développer. On travaille aussi avec des constructeurs, notamment Daimler pour les camions, où en fait, on a développé un partenariat pour que, en 2025, Daimler puisse sortir les premières machines qui vont fonctionner, donc hydrogène pile à combustible, et qui puissent avoir un certain nombre de stations, en tout cas une logistique, pour faire le plein de ces camions. L'hydrogène, donc, on va la destiner à la mobilité lourde, longue distance. Et c'est tout l'important d'être un acteur multi-énergie, en tout cas de proposer à l'ensemble des clients un panel multi-énergie, parce qu'il y a des énergies en fait, qui répondent à de la mobilité courte distance légère, et puis il y a des énergies qui vont être utilisées plutôt pour cette mobilité lourde longue distance. L'hydrogène, ça sera le cas. Parce qu'en termes de capacité, l'hydrogène, ce qu'on pourra mettre dans un réservoir, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on fait en distance avec du diesel aujourd'hui. Alors, le rendement, il n'est pas très bon, mais en tout cas, il permettra de faire beaucoup de kilomètres sur des véhicules lourds. Et puis, il y a l'Europe qui a décidé de faire le véhicule léger électrique dès 2035. Et là aussi, il faut équiper l'ensemble du réseau. Et en tout cas, nous, on est en train de développer sur nos stations-service, on en a 3400 en France, on est en train de développer des recharges ultra rapides. Donc les recharges ultra rapides, ce sont des bornes qui peuvent fournir une puissance jusqu'à 300 kW. Et donc sur des 300 kW, sur une voiture, vous prenez un véhicule assez significatif, 100% électrique, vous faites le plein en 17 minutes. Et comme en général, vous arrivez à la station et vous reste à peu près 20% d'autonomie ou 15% d'autonomie, ben en fait, en moins de 15 minutes, vous avez fait le plein. Donc on s'approche finalement, avec ces bornes haute puissance, on s'approche de l'équivalent d'un plein fossile. Donc aujourd'hui, on a 168 stations qui sont équipées. Début 2024, il y en aura 250. Et puis en 2025, on aura 500 stations. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir plus de 150 km entre deux stations où on va trouver des bornes rapides. Et puis on en met plusieurs en série. Et dans les dernières stations qu'on développe, on met 18 bornes, les unes à côté des autres, parce que là aussi, hein, il faut trouver de la disponibilité quand on arrive. Voilà, donc vous voyez que voilà, on commence à équiper. 2035, on y sera. On aura un réseau français qui sera complètement maillé. Et puis en dehors de ça, il faut aussi équiper les parkings des grandes surfaces, et puis y compris les domiciles. Alors les domiciles, c'est plus compliqué puisque vous avez plus de 70% de la population qui vit en appartement. Et je vous mets au défi de trouver un seul immeuble d'habitation qui a plus de 3 ans et qui est équipé de bornes électriques. Il y en a très peu. Donc il faut ouvrir des tranchées, il faut tirer des câbles de puissance, il faut que les syndics y votent, etc. Donc ça va prendre du temps. Et donc si on veut accélérer, il faut les développer ailleurs. Et donc la mobilité, vous avez 3 types de recharge possibles. Hein. Vous avez celle, ce qu'on appelle au domicile, donc typiquement ce que je viens d'évoquer. Et là, on a le temps, on met des bornes lentes, donc on recharge en 8 heures, durant la nuit, tout va bien. Vous avez la recharge qu'on appelle à destination. La destination, c'est vous allez au travail, vous allez faire du shopping, donc vous avez devant vous 2-3 heures, et là, on met des bornes classiques qu'on trouve dans la moyenne puissance, et puis vous faites le plein en moyenne en 3 heures.
Et vous avez ensuite la recharge qui est celle d'itinérance, c'est celle que j'ai évoquée dans nos stations, c'est pour ça que les stations c'est indispensable. L'itinérance c'est hop, je suis vide, il faut absolument que je fasse le plein. Et là il faut que ça aille très vite, et c'est pour ça qu'on met ces bornes ultra rapides. Ce qui est un frein aujourd'hui, c'est vraiment l'équipement des réseaux électriques. Parce qu'il faut beaucoup de puissance, et puis tant qu'à faire, il faut aller y mettre de l'électron vert. Donc ça veut dire qu'en parallèle, il faut aussi développer la production photovoltaïque d'une part, la production éolienne aussi, et plutôt, on va dire, on est plutôt favorable à l'éolien offshore flottant, qui permet de développer des capacités importantes et d'avoir des éoliennes loin des côtes, à 40 km en général. À 40 km, quand vous avez des éoliennes qui ont des mâts de 250 mètres de haut, parce qu'ils font 250 mètres de haut, vous ne les voyez absolument pas. Et à 40 km des côtes, il y a toujours du vent, ça tourne tout le temps. Donc ça règle aussi une partie de l'intermittence de production des énergies renouvelables. Bon, une fois que j'ai dit ça, on a vu les échéances qui sont plus lointaines, il y a la réalité du jour. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a des solutions qui sont les biocarburants. D'ailleurs, on a développé à côté d'ici, c'est à 20 km, un lieu qui s'appelle la Med. On a développé la première bioraffinerie française. Donc, on produit des biocarburants à partir de 3 ressources. Première ressource, des huiles alimentaires usagées. Donc, on va collecter les huiles de friture, typiquement. Deuxième ressource, ce sont les graisses animales. Et la troisième ressource aujourd'hui, c'est de l'huile végétale pour compléter le cocktail. Essentiellement, c'est du colza français. On est en train de travailler, puisqu'on veut pousser, on va un peu plus vite que ce qu'on avait imaginé, et tant mieux. Cette bioraffinerie, elle va passer dès 2024, elle aura un grand arrêt. Donc on va continuer à la transformer et on va être en capacité de la passer en 100% traitement de déchets. Donc on va faire des carburants uniquement à partir des 2 déchets que j'ai évoqués précédemment, qui est l'huile de friture usagée et les graisses animales. Donc on a des solutions qui sont immédiatement disponibles parce que cette molécule qu'on produit, c'est la copie conforme du diesel fossile. C'est exactement la même molécule et c'est la seule qui est comme ça. Donc vous changez dans votre véhicule, vous remplacez le diesel fossile par cette molécule, alors elle s'appelle HVO pour huile végétale hydrotraitée, enfin en anglais, hein, donc vous avez besoin de faire aucun investissement sur le moteur, aucun réglage, il y a juste un léger surcoût, puisque au mètre cube, donc aux 1000 litres, aujourd'hui il y a un surcoût qui est d'environ d'une centaine d'euros à peu près au mètre cube. Donc ça vous permet de décarboner tout de suite, parce que quand on met cette molécule, on décarbone jusqu'à hauteur de 90%. Donc vous pouvez afficher, et il y a beaucoup de PME d'ailleurs qui nous demandent ce produit aujourd'hui, parce que c'est le moyen aussi pour eux d'avoir une action concrète tout de suite à court terme de décarbonation de leur mobilité. Donc voilà, ça c'est une première solution qui est là tout de suite et disponible. Et en plus on a la chance sur ce territoire que l'usine est à 20 km, donc en plus on est à une chaîne courte. Et cette molécule elle sert aussi sur le transport aérien. Parce que le défi il est colossal sur le transport aérien. Aujourd'hui, vous avez environ la consommation mondiale de kérosène, elle est de 330 millions de tonnes. Ça, c'est la consommation mondiale. Quand on se projette en 2050, les prévisions disent qu'on sera autour de 500 millions de tonnes. Et il va falloir le décarboner. Et donc, la seule possibilité à court terme qu'on a pour le transport aérien, c'est le biocarburant que j'évoquais précédemment. L'électrique, on fera du transport en quantité restreinte et sur la courte distance, et l'hydrogène n'arrivera pas à résoudre les longs courriers. Donc il restera vraiment cette biomolécule. Le défi, je disais qu'il est colossal, parce qu'aujourd'hui, en tout cas fin 2021, je disais qu'on est à 330 millions de tonnes, il y avait 35 000 tonnes seulement, de biocarburants aériens sur la planète. Et
à 2050, pour décarboner, sur les 500 millions de tonnes que j'ai évoquées, il nous en faut de ces biocarburants ou carburants durables, parce qu'il y a un deuxième type de carburant, je vais y arriver, il en faudra 380 millions de tonnes. Donc il faut qu'on passe de 35 000 à 380 millions. Le défi, là aussi, il est titanesque. Et donc pour y arriver, on ne va pas y arriver qu'en mangeant des frites et en faisant de l'huile de friture, hein. On va y arriver aussi par les carburants de synthèse. Donc ça, c'est aussi une nouvelle génération de carburant qui arrive. Et le carburant de synthèse, c'est quoi? C'est je prends de l'hydrogène bas carbone, je vais le mélanger avec du CO2 que je vais aller capter. Donc là aussi, c'est un autre moyen de décarboner, c'est d'aller capter le CO2 qui est émis. Je mélange les deux et hop, il sort un carburant de synthèse. Le problème, c'est de produire l'hydrogène. Et j'y reviens un peu. Parce que si on regarde les besoins de l'Europe à 2030, l'Europe a estimé que si on veut tenir ce trend, il va falloir qu'on ait 20 millions de tonnes, enfin 2040, pardon. Il va falloir qu'on ait 20 millions de tonnes d'hydrogène. Sur les 20 millions, il y en a 10 millions qu'on fera sur le sol européen, 10 millions qui seront importés. Pour faire 10 millions de tonnes d'hydrogène, il faut 200, je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Il faut 200 gigawatts d'électricité d'électrolyse. 200 gigawatts. Aujourd'hui, sur la planète, on a 1 gigawatt d'électrolyse en service. Rien que pour l'Europe, il en faudra 200. Donc vous voyez que ce qui est devant nous est titanesque en termes de challenge et il va falloir produire ces électrons. Parce que pour faire l'hydrogène, il y a un électrolyseur. L'électrolyseur est alimenté par des électrons et décarbonés, des électrons verts si on veut faire de l'hydrogène vert. Voilà. Donc on a un challenge qui est important. Et donc là, il faut toutes les solutions. Celles que nous, on apporte sur les renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien, il y aura sûrement... Enfin, il y a de l'hydraulique et il faut aussi le nucléaire. Il est absolument indispensable si on veut faire face à tous ces enjeux de mobilité qui sont devant nous. Donc vous voyez qu'il y a un panel d'énergie qui se présente à nous, certains disponibles tout de suite, qui ne nécessitent pas d'investissement, d'autres où on commence à avoir un bon niveau d'usage qui est l'électrique pour le véhicule léger. Le maillage national, il n'est pas encore fait. Le maillage métropolitain, il commence à peine, hein, puisque la métropole, notamment d'Aix-Marseille-Provence, où on est un des intervenants pour mailler ce territoire. On est en train d'installer les bornes sur la voie publique, mais il faudra encore du temps et il faudra que RTE notamment et Enedis maillent aussi tout ce réseau avec la puissance électrique nécessaire. Donc voilà pour tracer un petit panorama. Alors bon, bien sûr, nous on continue, c'est-à-dire que on accélère très fort. On y consacre cette année 5 milliards d'euros sur ces investissements uniquement renouvelables. Donc on va plutôt très vite et plus vite que les confrères dans ce domaine-là. Et après c'est une question de réalité parce que c'est la capacité aussi qu'on a à sortir ces nouveaux véhicules à des coûts qui sont acceptables, parce que ça c'est un autre problème, hein. Le véhicule électrique c'est bien, mais si vous le sortez à 1,5 ou x2 le prix du thermique, c'est un vrai problème. Et puis c'est pareil pour tout ce qui touche à la construction des avions, tout ce qui touche à la mobilité marine. Et sur la mobilité marine, là aussi, aujourd'hui, on change la motorisation, fuel, on la bascule en GNL. Et le GNL, c'est certes du fossile, mais il a beaucoup d'avantages parce qu'on parle de la décarbonation, mais il faut aussi regarder les autres polluants qui sont émis. Il n'y a pas que le CO2. Il y a ce qu'on appelle les SOX, les NOx, les particules fines, etc. Et le GNL, il élimine plus de 95% de tous ces polluants que je viens de citer, et il abat le CO2 d'environ 25%. Et donc, pour finir d'abattre le CO2 dans le GNL,
on est un producteur aussi de bio-GNL. Le bio-GNL, donc, c'est de la méthanisation, hein, tout simplement. Donc, on travaille avec le monde de l'agriculture, on travaille avec les collectivités, et donc tous les déchets que vous produisez, les déchets verts, on va les récupérer, on va les méthaniser et on va faire du bio-GNL qui peuvent aller donc soit sur la mobilité marine, qui peuvent aller soit pour le chauffage ou bien pour la mobilité terrestre. Donc voilà une autre solution qu'on développe. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans ce domaine, on est le leader français du bio-GNL. Bon, voilà je dirais les panoramas de solutions pour la mobilité avec les réalités court terme et puis un peu plus long terme. Donc ça, c'est un premier volet, je dirais, pour être un contributeur, parce qu'on doit tous l'être sur la décarbonation. Je vous dis juste un dernier mot pour bien comprendre pourquoi on doit tous l'être. Parce que autant quand vous émettez des polluants, j'ai parlé de SOX, NOx, etc., vous les émettez, ils ne retombent pas loin de là où vous les émettez. Le CO2, il n'a pas de frontières, lui. Il fait le tour de la planète en 4 jours. Donc, chaque fois que vous êtes un émetteur ici, vous allez retrouver le CO2, il a un impact mondial. Donc, des fois, on a plutôt tendance à dire ah ben, nous, on est déjà bons, attendons que les autres ils avancent, ceux qui sont moins bons que nous. Non, on est tous contributeurs mondiaux à notre échelle, ce qui n'est pas vrai sur les autres polluants que j'ai évoqués. Voilà, donc l'importance de le faire, certes, sur sa mobilité, mais de le faire aussi, y compris quand vous allez à l'international, parce que nous, les premiers, dans nos appels d'offres aujourd'hui, on n'attribue plus un marché si la PME elle ne nous a pas expliqué quel était son plan d'action de décarbonation. Alors on n'y va pas palier parce qu'il faut apprendre aux gens. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure, la transition, c'est vrai pour l'énergie, on ne passe pas du fossile à un truc zéro carbone comme ça. C'est vrai pour une entreprise. Elle ne peut pas basculer du jour au lendemain parce qu'elle a une réalité financière, il faut qu'elle vive. Donc on n'y va pas palier. Donc d'abord on demande quelle est la politique, et puis au début on s'arrêtait là. Ensuite, on demande quel a été le progrès qui a été réalisé. Et puis après, on dit, mais sur notre chantier, vous allez diminuer l'empreinte carbone du chantier de combien? Donc on y va par step pour apprendre au fur et à mesure. Mais il y a une certitude, c'est que celui qui répond à un appel d'offres et qui n'a pas répondu à ces éléments-là, il n'est pas retenu. Voilà. Donc c'est indispensable de s'y mettre, de construire sa stratégie de décarbonation ici, en France, sur la mobilité ou à l'international. Merci Jean-Michel. Alors juste quelques chiffres rapides. Les émissions de CO2 en 2022, c'est 40 milliards sur la planète. Donc si on ramène ça plus à une dimension de Total Energy, il y a les actions qu'on apporte nous dans notre mix énergétique pour aller ensemble avec la société sur un objectif 2050 de neutralité carbone. Donc on apporte des solutions de nouvelles énergies bas carbone. Au niveau de nos outils de production des nouvelles d'énergie, nous avons aussi une politique de réduction du scope 1, scope 2, qui sont les émissions directes et indirectes. Et puis il y a le volet par rapport à nos achats, fournitures. On parle de devenir achat responsable. Et dans ce cadre-là, ça représente un montant d'émissions qui est plus raisonnable, on va dire, qui représente 10 millions de tonnes de CO2 à l'échelle de Total Energy. Pour donner une idée, Total Energy du fossile mondial, c'est 25 milliards de coûts liés aux achats et services. Si on ramène ça à la France, c'est 2 milliards, c'est déjà un montant non négligeable. Et parmi ces 25 milliards, on a 500 fournisseurs qui représentent plus de 50% de ces achats. Et ces 500 fournisseurs représentent 70% de nos émissions en termes indirects de CO2, c'est-à-dire de scope 3, liés à nos achats. Donc, basé sur ce constat, en 2021, on a mis en place une politique d'accompagnement, au départ au niveau de ces fournisseurs qu'on appelle les fournisseurs stratégiques et majeurs, donc clés chez Total Energy, en mettant donc un processus de sensibilisation. Les premières étapes, en fait, il y a 5 étapes. La première étape, c'est de dire, nous en interne, qu'est-ce qu'on doit faire pour expliquer pourquoi il est important de bien évaluer quel est l'impact de l'empreinte carbone dans ces fournisseurs. Et donc,
tout ce qui est la chaîne de décision, les acheteurs, ont été formés, sont en train d'être formés pour un objectif 2023. Hein, ça représente près de 1400 acheteurs au sein de la compagnie, pour comprendre comment l'intégrer, le communiquer et comprendre ce qu'il y a derrière l'empreinte carbone, qui est un mécanisme à la fois de marché, de valeur du CO2, mais pas exclusivement. Et suivant les segments d'achat, évidemment, il faut avoir une approche très pragmatique et adaptée au type d'achat. Si on parle de transport, si on parle d'un service, d'un bien des services, ce n'est pas du tout la même approche. Et donc, dans ce cadre-là, on passe par les étapes d'identification de ces fournisseurs, ensuite d'avoir un premier engagement avec eux, qui passe par finalement une journée liée à l'achat responsable, un message direct de notre CEO auprès de ses fournisseurs stratégiques au départ, et ensuite avoir un vrai engagement vis-à-vis d'eux sur une approche de préqualification qui intègre dès à présent, depuis 2021, certains critères d'achat responsable et aussi au sein de ce qu'on appelle les conditions générales d'achat et de prestations. Partant de ce constat-là, pour aider ces entreprises, on leur demande de pouvoir de répondre à un questionnaire. Déjà, 70% des entreprises ont répondu. Et nous dire s'ils ont lancé une démarche de réduction de leur empreinte carbone dans leur chaîne complète. Et encore une fois, plus de 65% ont répondu positivement en disant que c'était le cas, en sachant que la réglementation est en cours d'être mise en place, à la fois européen mais mondial. Puis comme disait Jean-Michel, c'est un marché mondial, donc au niveau de développement international, on est directement impacté sur ce marqueur qui est l'impact d'émissions de CO2 sur le service ou la prestation rendue, donc c'est aussi bien en termes d'équipement qu'en termes de service. Donc globalement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment une vraie démarche des entreprises qui souhaitent être accompagnées. Alors nous, évidemment, on peut apporter des solutions dans leur décarbonation, mais en fait, ça ne se limite pas uniquement à apporter un service ou une nouvelle énergie bas carbone. Il y a aussi au sein de l'entreprise une réflexion de dire, mais finalement, si l'empreinte carbone a autant d'impact sur la valeur du produit que je vends à l'international, il faut que je repense finalement ma chaîne complète entre l'achat des matières premières, la fabrication, le lieu de la fabrication, basé sur où est mon client. Donc, dans tout ce processus, il y a une remise en cause finalement de l'équilibre achat matières premières, production manufacturing et commercialisation des produits suivant le marché porteur sur lequel l'entreprise est présente. Et dans cette démarche-là, à horizon 2024, donc Total Energy, à compter de janvier 2025, intégrera complètement dans l'ensemble de ces appels d'offres ou de demandes de prestations auprès, certes, des fournisseurs premier niveau, mais qui directement vont impacter toute la chaîne des fournisseurs niveau 2, niveau 3, qui auront besoin d'intégrer dans leurs produits cette empreinte carbone pour rester compétitifs, en fait. À la fois rester compétitifs sur le marché où ils sont présents, mais en plus pour prendre des marchés où finalement les autres n'ont pas pris en compte l'obligation à venir de l'impact des rejets de CO2 dans le cadre de leur cycle combiné d'apporter un bien, un équipement, un service à leurs clients. Donc voilà un petit peu le processus en cours. C'est juste pour vous mettre un peu l'appétit en disant que toutes les entreprises qui apportent des solutions de décarbonation, pas uniquement énergétiques, de solutions de conseil, des solutions de start-up, contribuent ensemble à l'objectif d'atteindre cette neutralité carbone et de façon indirecte devront l'intégrer ou apporter des services aux entreprises qui auront besoin de baisser leur empreinte carbone à horizon 2025, 2030 et 2050 pour la neutralité carbone. Alors après, il y a un autre point qu'on ne peut pas ne pas évoquer qui est la sobriété. On en a beaucoup parlé des derniers temps. Et la sobriété, je peux vous dire que ça marche parce qu'on l'a testé. Alors pas forcément en interne, on l'a testé aussi sur nos clients.
Donc là, on avait dit, si vous consommez moins que X% par rapport aux années d'avant, vous aurez une remise de temps. La quasi-totalité de nos clients ont atteint les niveaux en fait, qu'on avait proposés et donc ont bénéficié des réductions. Donc ça aussi, ça marche. C'est-à-dire qu'on peut mettre une politique interne à son entreprise de sobriété. Comment moins consommer? Ça passe par des solutions toutes simples qu'on connaît depuis longtemps, l'écovoiturage quand on se déplace, etc. etc. Mais la sobriété et l'efficacité énergétique, ça, c'est pas compliqué à mettre en œuvre et ça fonctionne. Après, vous avez des PME qui viennent nous demander des conseils. Ils disent, mais moi, j'aimerais mettre des panneaux photovoltaïques sur mon toit, avoir mon autoproduction. Je ne sais pas comment faire, je n'ai pas les finances pour le faire. Est-ce que vous pouvez nous aider, etc. Donc, on a aussi une structure interne qui s'appelle Greenflex, qui permet d'accompagner les PME dans leur efficacité énergétique et leur sobriété. Ils proposent l'utilisation, il y a les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui permettent, en fait, c'est eux qui investissent à votre place et ils vont se rémunérer en utilisant les certificats d'économie d'énergie. Donc, vous avez des solutions qui peuvent être à coût minimal pour vous et qui peuvent vous permettre de commencer votre propre transformation. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Bonsoir tout le monde. Merci monsieur pour le panel de cette conférence-là sur le pétrole. C'est-à-dire que vous parlez sur les énergies. Oui, les énergies renouvelables de demain, du troisième millénaire. Français, il est très en retard au niveau mondial. On le sait. Ça a été dit plusieurs fois, car sur le H2, parce que le Français n'a pas voulu investir, c'est pas le Français, c'est monsieur le banquier Alain de Coco et Chantilly, bankable en France, il n'a pas voulu investir dans les energy markets il y a 15 ans, quand ils ont dit energy market. Tandis que les précurseurs, comme les Chinois, comme les pays Commonwealth, London State, ils ont innové les énergies de demain avec la fracture du pétrole de... Comment ça s'appelle le pétrole oui, schiste, voilà. Donc une start-up qui a innové, j'étais à New York, j'étais à Texas, ils ont montré comment faire ce pétrole-là. Et donc le Français n'a pas voulu investir, donc il est très en retard, car vous parlez sur la H2, en 98, les Allemands, déjà chez Ford en Allemagne, à Cologne, ils faisaient des voitures avec le H2. Donc le Français, il était absent. Je ne monte pas. Et la question, elle était posée au big boss Patrick, on le connaît. Même on a fait une conférence à l'OPEP à Vienne et il était contre ça parce qu'il n'était pas prêt, parce qu'il a des sites sur le pétrole. Comment le Français il va se rénover sur le H2, car le peuple français il paye beaucoup la taxe TIPP et voilà. Et monsieur le banquier il ne fait pas son rôle parce que ce n'est pas un bon banquier, parce qu'il n'est pas investisseur innovateur, il ne veut pas investir sur l'enfant de Napoléon, le fils de Jeanne d'Arc. Et la question, vous la connaissez bien. Ça a été posé par Christophe Marjolin, qui se repose en paix parce que je devais faire un travail avec lui. Et Patrick, il a repris derrière, donc le travail n'a pas été fait. Mais qui c'est qui paye? C'est le peuple. Car le H2, il existe depuis 98, 97 en Allemagne à Cologne. Merci. Voilà. Et ça a été dit à l'OPEP à Vienne. Hein. On a travaillé là-bas. Thank you. Et bon. Même Poutine était d'accord parce qu'il nous invitait sur Gazprom. Je termine sur Gazprom. Merci. Hi. On va pas faire une conférence sur le pétrole et Total Energy, c'est pas le but, on est sur les mobilités. Mais je vais quand même répondre parce que j'adore ce type de questions. L'hydrogène, le premier réseau, je l'évoquais, il a commencé en Allemagne, H2 Mobility. Total, on est cofondateur depuis 2005. Et là, c'est le début d'une histoire sur l'hydrogène. L'hydrogène, j'ai expliqué la complexité de le passer à une échelle industrielle et le coût de l'hydrogène. Si vous prenez le coût de l'hydrogène fossile, il vaut moins de 2 € le kilo. Le même verre, aujourd'hui,
il vaut entre 6 et 7 euros. Et donc, si vous le ramenez au coût du carburant fossile, vous multipliez votre coût par 10. Donc, il y a des choses qui étaient en démonstration en 2005, et on est d'accord, puisqu'on y est depuis 2005, mais qui n'avaient pas de réalité ni en termes de volume, ni en termes de capacité pour l'usager de s'en servir. Il n'y avait pas les volumes et il n'y avait pas la technologie. Donc, l'hydrogène, on est au début d'une histoire. Et dire, je ne peux pas laisser dire ça, dire que Pouyanné, il n'a pas voulu y aller parce qu'on a intérêt à faire du pétrole, mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, je l'ai expliqué. 80% de l'énergie qu'on utilise sur la planète, 80% elle est fossile. Explique-moi comment on fait pour passer de 80 à 0. Moi, je ne sais pas faire. Les routes, monsieur, comment on fait les routes? On enlève le goudron et on laisse la terre battue. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des réalités avec lesquelles on ne peut y aller qu'en douceur. Le temps il tourne, je vous propose qu'on ouvre d'autres questions. Merci. Bonjour. Alors une question un peu moins directe, on va dire. Françoise Hellman, je suis dirigeante de la société INLH, Innovation électrique et hydrogène. J'ai un passé, un passif, ce que vous voulez. Je suis heureuse d'être dans le Sud, où on a non seulement des talents, mais des projets fantastiques. Et on a des startups qui investissent de leur ambition, de leur talent, pour transformer justement les moteurs, pour les passer en bio-GNV, et en rétrofit justement pour des véhicules terrestres, des véhicules aériens. J'en accompagne justement une sur ce sujet-là, et j'en accompagne d'autres sur les stations solaires pour les avions électriques, sur la mobilité territoriale décarbonée. Donc ma question, elle est comment vous, Total, vous investissez dans cette start-up, à quelle hauteur, comment ça se passe? Et la deuxième question, qui est un peu plus compliquée, c'est comment vous adressez le marché du carbone au niveau, le coût du carbone dans la comptabilité analytique aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte. Comment Total, le grand Total, intervient dans la comptabilité carbone, qui est importante pour faire changer les choses. Parce que tant qu'on comptera en euros, sans une valeur au carbone dans les comptes sociétés, la transition sera bloquée. Oh là, ça dépasse le directeur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais je vais répondre. Je vais répondre à la première, ça c'est sûr. Alors, comment on aide, comment on soutient les startups, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. D'ailleurs, sur ce territoire, à Marseille, on a cofondé avec la région Sud et INCO un incubateur qui s'appelle Incoplex Sud, où en fait on incube des startups de la transition énergétique, transition écologique, économie de la fonctionnalité. On a environ, on en est à la 5e promotion, on passe 14 startups par an. Donc ça, c'est une première action. La deuxième action, on accompagne les startups avec des dispositifs in fine financiers de prêt à taux zéro sans garantie, où on va prêter jusqu'à 100 000 euros pour aider les startups à démarrer. Donc on va aider celles qui créent, donc les personnes qui créent une startup. On va aider ceux qui reprennent une start-up ou une PME et ceux qui la développent, que ce soit en France ou à l'international. Sur ces territoires, j'en aide environ une vingtaine par an, alors des années un peu moins, et on y consacre au moins 1 million d'euros, environ 1 million d'euros par an. Donc voilà, donc, ça c'est au niveau de ce territoire. Si on regarde au niveau national, on en soutient 140 par an à peu près. On a aussi créé un incubateur à la station F sur notamment toutes les startups qui vont innover sur l'électricité entre autres. Hein. Bon voilà, donc on a beaucoup d'actions et puis eh bien, on les aide partout. On les aide aussi à aller à l'international pour développer ces technologies. On les accueille dans les 130 pays où on est présent, que ça soit donc un VIE ou un salarié, on les accueille de façon gratuite. Bon voilà, il y a beaucoup de dispositifs pour accompagner les startups.
Alors, je vais répondre au dernier point sur la valeur du CO2. Alors, au sein de Total Energy, donc on n'est pas acteur pour faire évoluer le prix du CO2. D'abord, il y a une valeur du CO2 aujourd'hui. Hein, il y a un marché, hein, il y a une cotation du CO2. Au niveau interne, tout projet, toute action est valorisée par rapport à une valeur théorique qu'on a. Nous, vision sur la période d'investissement qui est longue, hein, qui peut être suivant les projets. Si vous faites des projets offshore éolien, c'est 10 ans avant que vous ayez production. Donc on part sur un prix à peu près à $100 la tonne du CO2 qui rentre dans nos évaluations dans l'ensemble des projets. Pour vous donner une idée, voilà. Aujourd'hui, la cotation du CO2 est à $6 la tonne, ce qui est très faible. Voilà. Oui, une question sur le même parallélisme des stations électriques, les bornes électriques. C'était difficile de savoir pour Total Énergie comment se développer, puisque c'est la poule et l'œuf. Tant qu'il n'y a pas de marché, c'est difficile d'installer des stations, et réciproquement, les usagers ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas de station, etc. Donc Total fait plutôt du bon boulot en essayant d'être en parallèle plus ou moins du marché. C'est pas facile. Sur le même modèle, il y a maintenant des boîtiers éthanol, mais pas pour les véhicules de voiture, pour les bateaux. À quand les stations, des cuves, des stations d'éthanol dans des ports? Puisqu'on est à Marseille, il n'y en a pas, par exemple. Enfin, il n'y en a pas en France. Et pourtant, il y a des boîtiers éthanol qui existent pour les bateaux. Et donc, ce que font les gens, c'est qu'ils vont à la station Total qui est juste derrière. Ils bidonnent, ils vont prendre des bidons, ils vont remplir leur bateau. Donc, le business model n'est pas bon. Pour l'instant, c'est même nul. Mais un jour, Total va s'y mettre. Parce que quand il y aura un plus gros marché, les boîtiers éthanol n'existent que peu pour l'instant. Donc c'est pareil que les bornes électriques de voitures, c'est la poule et l'œuf. Qui c'est qui va commencer? Donc les boîtiers éthanol existent déjà, mais pas les stations. Donc à quand des stations? Est-ce que c'est envisagé ou pas? Alors sur les bornes électriques, on est plutôt, là on est en train de mailler le réseau, et peu importe, j'allais dire presque le taux d'utilisation, il faut qu'on transforme. Et d'ailleurs il y a des stations, on a pris la décision. Dans les zones ZFE, les stations dans les zones ZFE, on les transforme complètement, on les passe full électrique. Donc, allez, je vous le dis quand même si on va passer la première à Marseille, pas loin du stade Vélodrome. On va la passer full électrique. Donc, vous voyez, ça, on commence à le faire, alors que quel va être son taux d'utilisation? Mais il faut le faire. Parce que c'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire que moi, si je réfléchis, voilà, je passe full électrique maintenant, je vais faire le plein où? Donc, voilà, il faut avoir l'assurance de trouver à un moment donné une station pour le faire. Donc, là, on y va. Sur le méthanol pour les bateaux... L'éthanol. Oui, pardon, l'éthanol pour le bateau, on est sur un micro-marché, qui... Enfin, on est... Micro-marché parce qu'il n'y a pas de station. C'est pareil que... Pardon? Non mais, les fumées qu'on voit là, j'ai évoqué tout à l'heure le GNL. Non mais c'est important parce qu'on imagine que là aussi, à quai, on se branche électrique, très bien. Mais un bateau qui passe au GNL, on élimine, il n'y a plus le problème de la combustion avec tous les autres composés. Voilà. Et c'est ce qu'on voit à la cheminée. Donc, les solutions immédiates, elles disent encore faut-il accepter le GNL, parce qu'il y en a qui n'acceptent pas, hein, alors que c'est une très bonne solution de transition. Voilà. Je parlais des biocarburants tout à l'heure aussi, c'est des solutions de transition, c'est pas la définitive, c'est celle qui permet d'attendre que l'autre monte en volume. Eh oui, c'est-à-dire que quand le reste va monter en volume, hop, on bascule complètement. Mais en tout cas, on apporte des solutions qui répondent à un problème tout de suite, maintenant. Alors, parce que micro-marché, parce que les gens bidonnent pour l'instant. Honnêtement, je ne le connais pas. Hein. Ah, c'est pour ça. Voilà. Non, mais honnêtement. Au moins, c'est une réponse. Merci. Non, mais je suis clair. Je ne connais pas le nombre de personnes qui seraient prêtes à basculer demain en mettant ce boîtier sur le monde des bateaux. Voilà. Ben, moi, je le connais parce que je travaille dans cet environnement-là. Et en fait, alors c'est toujours pareil. Enfin, ils sont... Mais après, on peut toujours discuter. Il leur manque des cuves. Alors après, je vous apporte... Ils sont prêts parce qu'ils disent que c'est 2 fois moins cher. Après, on peut apporter... Et ça pollue moins. Mais après, on a une société qui s'appelle EastBlue. EastBlue, donc qui est 100% Total Énergie. Et donc, EastBlue, on implante les stations sur les ports.
On vient de faire, pour les marins pêcheurs de Port-Saint-Louis-du-Rhône, on vient d'inaugurer donc une station où ils vont pouvoir, y compris, avoir du biocarburant sur la station. Et en fait, ils sont ravis parce que ça faisait 20 ans qu'ils attendaient une station. En fait, c'était un camion qui venait les avitailler avant. Et il leur faisait le plein, etc. Bon, et en fait, ils étaient tellement contents, ils nous ont fait une fête le soir, ils nous ont reçus comme... voilà, on aurait... Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a un besoin qui se concrétise, et un besoin où il y a plusieurs personnes qui disent « mais moi, je vais y aller », etc., on peut discuter de ça, de l'intérêt de mettre la station ou pas. Oui. Nous, on a fait des sondages sur le port de Hyères, enfin, des grands ports de la Méditerranée, et en fait, le feedback qu'on a, c'est dès que c'est prêt, on y va. Parce que je vois pas, enfin, les bateaux de plaisance, ça, c'est pas les gros bateaux, c'est pas les ferries. Ça, on peut vous mettre en contact avec les gens qui gèrent ça chez nous. Et puis après, il faut en discuter. Ils disent c'est 2 fois moins cher et ça pollue pas. Donc pourquoi refuserions-nous d'avoir des boîtes autant il y a des choses qui sont simples sur la mobilité. L'Europe a décidé 100% électrique 2035, etc. Là, on sait que il y a une réglementation, on y va et nous, on équipe. C'est utilisé ou pas, on y va. Mais là, moi, le marché, je le connais. Enfin, je connais pas le besoin. Le marché, ok, mais le besoin, je le maîtrise pas. Donc, prêt à en discuter. Le marché est fermé par Total, point. Voilà. Parce que entre le français et l'américain, il y a une grande différence. Une fois, j'ai parlé avec un américain, monsieur. Moi, je vous propose. Non, attendez, laissez-moi finir. Je vous propose qu'on se voit après et je vous accorde tout le temps que vous voulez. Je parle devant tout le monde comme c'est grand. Une fois, j'ai parlé avec un américain. Non, mais c'est... Il dit votre voiture, c'est la consommation de pétrole et corbettes, machin. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis un besoin avec l'éthanol. Le mois prochain, il a ramené 200 boîtiers d'éthanol. Il les a passés en 30 jours en éthanol. Voilà le state. Parce que les Américains, comment il a cette de morale. Les Français, non. Mais c'est pas la réalité, monsieur, ce que vous expliquez. Mais non, écoutez, qui fabrique les avions? C'est Total Energy. Qui fabrique les voitures? C'est Total Energy. Qui fabrique les bateaux? C'est Total Energy. Non, monsieur. Nous, on répond à un besoin du client. Et quand 80% de l'énergie est fossile, il faut fournir les clients, point. Et après, notre rôle, c'est d'être une locomotive dans la transition énergétique. Et c'est ce qu'on fait. On est le groupe mondial qui accélère le plus sur la transition énergétique. Vous voyez? Je vais juste rebondir sur votre expérience américaine, parce que j'ai habité pendant plus de 5 ans aux États-Unis. Je n'avais pas dû fréquenter la même zone que vous, parce que les seules stations qu'on voit, c'est qu'essence, pour la mobilité légère. Oui. Là, alors, il y a ce que j'ai expliqué en termes de besoin d'électrons. Et puis, donc pour répondre à votre question, nous, on voit un développement de l'usage à une échelle industrielle, puisque pour que le coût y baisse, il faut qu'on soit sur une échelle industrielle. Alors, le premier développement, on est en train de le faire pour décarboner les usines. J'ai expliqué à la MED, on va produire 50 tonnes au jour. On est en train de démarrer une deuxième unité sur notre site de Grand Puy qu'on a aussi transformé de raffinerie de pétrole en bioraffinerie. On va produire des quantités assez importantes d'hydrogène qui restent à un coût élevé, mais on a la chance d'avoir un client qui est nous-mêmes. Donc, voilà, on arrive à équilibrer le tout. Mais pour répondre à votre question, sur la mobilité, on n'y sera pas avant 2035. Pas avant. En équilibre. Hein. Parce qu'il faut... Enfin, oui. Oui. Oui, on fait des tests. Il y a des tests avec la SNCF. Il y a même des réflexions en cours avec des acteurs locaux. Parce que l'hydrogène, j'ai évoqué la mobilité lourde longue distance, c'est une réalité pour les locotracteurs. L'hydrogène, c'est une vraie bonne solution pour les locotracteurs. Voilà. Vous avez par exemple ici en région, vous avez des voies ferrées qui sont électrifiées, parfait, donc ça c'est très bien, quand on a l'électron c'est bien. Et puis vous avez le dernier kilomètre où il n'y a pas les lignes électriques. Donc ils sont obligés de changer de locotracteur et de passer sur une machine diesel. Et là, donc, en fait, ils ont intérêt, du coup,
à passer full hydrogène dans des délais assez courts. Alors, ça coûtera plus cher. Mais bon, il vaut mieux des fois avoir un coût d'opération, un OPEX plus élevé pendant une période, plutôt que d'aller investir sur le dernier kilomètre électrique à créer, qui ne sera pas amorti avant longtemps. Donc, il y aura une réalité, effectivement, sur le fer. En tout cas, quelques locotracteurs qui vont arriver dans les 3 ans qui sont devant nous. Voilà. Nous, les premiers, on a investi dans une société de taxis à Paris. C'est une flotte de 400 taxis qui passe à hydrogène. Mais c'est de la démonstration, mais c'est pour... Là aussi, on essaie de faire en sorte qu'il y ait un marché global qui se modifie ou qui essaie d'aller plus vite. Mais c'est compliqué parce qu'il faut toutes les infrastructures. Quand on est intramuros à Paris, c'est le cas de cette flotte de taxis, bon, alors on arrive à mettre 2 ou 3 pompes et à les alimenter. Quand je l'évoquais au début, il faut faire des réseaux nationaux, européens et mondiaux. D'ailleurs, on a cofondé avec Air Liquide et Veolia, on a créé un fonds mondial pour équiper la planète d'infrastructures hydrogène. Mais voilà, il faut du temps, quoi. C'est bon, voilà, donc... C'est une très bonne question. Et alors, d'abord, c'est pour ça qu'on dit que ces solutions-là, c'est l'énergie de transition qui permet d'aller vers autre chose. Donc, dans la phase de transition, on va arriver à gérer le volume dont on aura besoin. Parce qu'il est hors de question d'aller en concurrence avec l'alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est utilisé en végétal, et c'est du colza, 100% maintenant, il est utilisé sur des terres il est cultivé sur des terres qui ne sont pas utilisées pour l'alimentaire. Donc ça a permis aussi au monde de l'agriculture d'avoir des débouchés supplémentaires. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'ira jamais en concurrence. Et puis j'évoquais, en tout cas pour Total Energy, je ne sais pas ce que font les autres, mais nous, on va passer 100% de déchets. C'est entre autres pour ça, c'est-à-dire qu'on va complètement sortir de l'huile végétale qui pourrait être utilisée pour de l'alimentaire, puisque j'évoquais tout à l'heure une population mondiale qui est en croissance, et on va être 10 milliards, et donc il va falloir encore plus d'huile pour nourrir ces gens-là. Donc voilà. Alors, là aussi, la ressource, elle n'est pas... on a beau manger, mais à un moment donné, la ressource, elle a une limite sur les huiles alimentaires usagées. Donc, c'est pour ça que c'est la transition. Et notre rôle, c'est que le système complet, parce que même si Total Energy se met à produire autre chose, le problème c'est que, comme je l'évoquais, si les constructeurs de véhicules, d'avions, de trains, de bateaux, etc., si tout le monde n'y va pas en même temps, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est le sujet de la planification. Vous savez que notre région, d'ailleurs, on est le démonstrateur français sur la planification de la transition, parce que, oui, en fait, la planification, c'est le sujet essentiel. J'évoquais RTE tout à l'heure. Il faut tirer des câbles électriques. On est en train de travailler pour les camions. Les camions, demain, l'électrique sera aussi une réalité. Et donc, pour charger un camion, c'est ce qu'on appelle le méga charging. Il faut des câbles d'1 mégawatt. Quand on va mettre 20 bornes sur une station, il faut 20 mégawatts. Il faut ouvrir les tranchées, il faut tirer les câbles. Vous voyez, donc, si on ne se planifie pas tous ensemble, voilà. Donc, le sujet de la planification, c'est un vrai sujet. Alors, j'évoquais tout à l'heure, on l'a fait aujourd'hui, on a 6 millions de clients en France et on a fait cet essai justement pour voir quelle était la pertinence de la mesure
Alors, on l'a fait parce qu'en même temps, on s'est trouvé dans un conflit où on ne savait pas où c'est qu'on allait d'un point de vue énergétique et comment on allait tenir. Et donc, on a incité à moins consommer. Donc, je disais tout à l'heure que ça marche parce que la totalité de nos clients, ils ont réussi à avoir la réduction. Alors, pas tous au même niveau. Hein. Il y en a qui ont réussi à économiser 5%, d'autres 10%, d'autres 20% et d'autres qui sont allés jusqu'à moins de 30% de consommation énergétique. Donc, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on est capable... Alors, et c'est vrai pour les usines. C'est vrai pour les usines, parce que les usines sont des gros consommateurs d'énergie. Pour faire fonctionner une usine, il faut beaucoup d'énergie électrique. Et donc, là aussi, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur l'efficacité de nos process. Quand vous avez besoin de produire de la chaleur, si vous changez le type de calorifuge que vous avez mis autour de l'équipement, vous avez des matériaux qui ont des performances qui... Non, mais c'est super important. C'est-à-dire que si vous avez besoin de moins chauffer parce que vous avez amélioré la capacité à retenir la chaleur, eh bien, vous faites de l'économie d'énergie. Donc, on travaille sur tous les aspects. Mais on l'évoquait tout à l'heure, quand on parlait de l'hydrogène vert, qui est une vraie... Non, mais je vais y venir. Quand on parlait de l'hydrogène vert, si vous regardez... On a regardé... On va parler de notre contexte local. On a regardé à Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer, pour décarboner les activités de cette zone industrielle et faire fonctionner et implanter les nouveaux industriels qui ont annoncé des projets. Il y a Carbone, production de panneaux photovoltaïques. Enfin, je ne vais pas les citer, tous ces projets qui arrivent. Il y a l'acier vert qui va arriver, etc. Il nous faut ramener 5 gigawatts. 5 gigawatts, c'est la consommation de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, c'est un vrai défi. On fait comment? Alors, il va falloir être, certes, plus sobre, mais ça ne va pas suffire et de loin. Hein. Donc, il faut absolument... qu'on ramène de l'énergie verte. Donc il faut qu'on développe. Je parlais de l'éolien flottant offshore. Non mais on a un vrai problème aussi en France. C'est-à-dire qu'il y a le sujet de l'acceptabilité. L'acceptabilité de ce qu'on fait par les populations. Non mais c'est une vraie problématique qu'il faut qu'on travaille ensemble parce que l'éolienne flottante, c'est une vraie solution. Pourquoi ? Parce que sur un mât d'éolienne que j'évoquais, vous mettez des turbines aujourd'hui qui font 15 mégawatts. La turbine fait 15 mégas sur un mât. 15 mégas au sol, c'est 15 hectares. Donc, il faut qu'on arrive à faire comprendre, mais il faut l'expliquer. C'est pas, on n'impose pas, il faut que les gens y comprennent, sinon on ne va pas y arriver. Quand on met une éolienne à 40 km des côtes, qu'on ne la voit pas, qu'on ne gêne pas les pêcheurs parce qu'ils s'arrêtent à 20 km, et que sur chaque mât, on peut produire 15 mégas, ben, il faut le faire, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir décarboner, mieux vivre, améliorer la qualité de l'air, et puis pas accepter qu'on développe des renouvelables. C'est un problème en France. Je vous compare le Royaume-Uni, 2600 éoliennes en mer. En France, on en a une au large de Saint-Nazaire. Vous voyez, donc, il faut concerter, il faut discuter, il faut qu'on accompagne ensemble. Non. On a besoin de l'électron décarboné, qu'il soit vert ou nucléaire. On a besoin de l'électron décarboné. Non, mais on a quand même espoir que le parc, d'ailleurs, ils y travaillent. Enfin, ils y travaillent. Et peut-être qu'il faut... Et peut-être qu'il faudra des mini-EPR supplémentaires. Je n'en sais rien, je ne suis pas chez EDF, moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut développer le photovoltaïque. Vous voyez, les ombrières de parking. Ça, c'est un bon sujet. Vous prenez les parkings des grandes surfaces, prenez les trucs qu'on connaît tous. Un parking de grande surface,
Si on les couvre tous, eh bien on améliore la capacité à produire de l'énergie renouvelable. Mais encore faut-il l'accepter. Donc, c'est une question d'enjeu prioritaire. Quel est l'enjeu prioritaire? De lutter contre le réchauffement climatique? Ou bien il faut trouver le bon compromis dans ce qui est acceptable pour tout le monde. C'est une question de compromis. Sinon, on n'y arrivera pas. Hein. Non, c'est pas que j'ai expliqué le panel. On a parlé de l'électrique, on a parlé de l'hydrogène, on a parlé du biogaz. Le biogaz, c'est une. Ah ben moi, non, mais attendez, la réponse, elle est claire. C'est-à-dire que si on veut atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050, il faut qu'on mette toutes les énergies en parallèle. Parce que l'énergie miracle ultime, elle n'existe pas. Et si on l'attend, on va jamais y arriver. Hein. Donc, il faut absolument... C'est pour ça qu'on est multi-énergie. Parce que nous, on croit que c'est en les mettant toutes en parallèle qu'on va y arriver. Sinon, on n'y arrivera pas. Non, il n'y en aura pas eu. Nous, on a une ambition d'être un des leaders mondiaux électriciens à 50%. Parce que ça répond à la question de madame, le S. Et donc, pour produire ces électrons, c'est bien que le photovoltaïque, l'éolien, c'est on the shelf, on peut le faire. Mais il y a de l'innovation, de rupture à porter et à accompagner, qui peut être la fission, de la fusion, et il y a tout un tas d'autres innovations. Ben oui, ITER. Ma question, c'est comment Total Energy s'implique dans ces innovations de rupture avec des grands qui pédalent à la vitesse des grands, on va dire, hein, qui n'ont pas la même agilité, la même... Mais le problème, c'est que... Non, mais je sais bien, mais on ne peut pas être partout. Le nucléaire, c'est une autre compétence. Et celle-là, on la laisse faire à ceux qui la maîtrisent. Non, voilà, moi, je vous ai répondu. Donc, voilà. On ira, si la question, c'est est-ce qu'on va aller sur le nucléaire, non. On fait bien, on continue à... Mais la fission... Mais ça, on l'aide, hein, l'innovation. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Tout... Non, mais ça, on est d'accord. Bien sûr. Bien sûr. Je peux vous dire, on a créé, pour accompagner tout ça, on a créé une direction générale nouvelle qui a 4 ans d'âge, qui s'appelle OneTech. On a 3400 ingénieurs et chercheurs. Donc je peux vous dire qu'on les balaye toutes les solutions possibles. On l'a créé il y a 4 ans. On vient de créer une Digital Factory, puisqu'on est sur la French Tech. On vient de créer une Digital Factory il y a 2 ans. On a 300 ingénieurs développeurs qui ne font que du numérique. Mais le problème, c'est qu'on nous voit quelquefois autrement encore. Mais bon, on essaie d'être un aidant. Et si on peut être accélérateur, tant mieux. Et on a aussi au sein de la station F Total Energy On qui intègre tous les projets, toutes les startups innovantes sur lesquelles nous on accompagne ces entreprises. Non, pardon, et puis... Pourquoi le Nord? Et puis dans tous ces métiers... Pardon? Mais il y a des entreprises qui se trouvent à Paris, qui sont des accélérateurs pour les entreprises qui sont régionales. Hein. Non, mais je ne sais pas, c'est juste pour savoir. Et on a un autre sujet qui nous préoccupe beaucoup, et on s'en occupe, qui est tout ce qu'on évoque, ces nouvelles énergies. Aujourd'hui, on est déjà en tension sur les emplois. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'inversent. C'est-à-dire qu'il y a des développements qui sont freinés parce qu'il n'y a pas les compétences. Ben, je peux vous dire qu'on est en train de créer des écoles de production. On vient d'en ouvrir 4 dans les Bouches-du-Rhône, qui sont destinées à des jeunes pour qui il y a moins de solutions que pour les autres, entre 14 et 18 ans. Donc les écoles de production, c'est j'apprends en faisant. Donc c'est des jeunes qui ne sont pas faits pour rester derrière un bureau, mais qui ont d'autres capacités,
et ils vont passer 75% de leur temps dans l'atelier qui est l'école, en train de travailler sur de vraies commandes de la part de partenaires industriels. Les résultats, ils sont remarquables. La formation la plus pratique, c'est les CFA aujourd'hui, 26% d'échecs à la sortie des CFA. Les écoles de production, le taux de réussite il est supérieur à 80%, 95%. 100% des jeunes, au bout de 2 mois, ils ont tous un CDI. Donc, on essaie d'accompagner ça aussi. On a créé une école qui s'appelle l'Industrie. On l'a créée en centrale à Paris. Non, mais vous allez voir. Non, mais attendez. 400 jeunes par an avec un internat. L'objectif, c'est qu'on les fasse. Non, mais attendez. On veut qu'ils sortent de chacune des régions, certains de leur quartier. On les sort. Ça coûte 0, tout est gratuit, y compris l'internat. Et donc, on forme 400 jeunes par an à ces métiers de l'industrie de demain. Donc, voilà, il y a des tas de solutions qu'on pose sur la table. Bon, ça, certains oublient de le dire, mais on le fait. Une dernière question. Comment ça se fait, Monsieur Total, il gère toute l'énergie brevetée de la région PACA. Celui qui rentre en concurrence, il va lui faire échec et mat. À Perpignan, Leclerc de Delguès, derrière la gare de Perpignan, il est entièrement avec panneaux solaires. Ici, il y a du soleil, il n'y a aucune surface au parking qui a panneaux solaires. Why? Adéquation. Parce que Monsieur Total, Vous devez confondre le nom de société. la vérité, monsieur, c'est tout. Merci. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Non, non, mais j'ai dit que... Je pense que vous connaissez Olivier Barthes, peut-être. Vous travaillez avec lui maintenant.